This time of change allows us to look ahead through a new lens. A chance to reframe the future, to uncover unseen opportunities, for organizations to ask new and different questions and create unexpected answers. How can you transform at speed to build value that lasts? Is your transformation plan radical enough to thrive? Has this moment changed customer expectations forever? How can technology help you reimagine your working world? Redefining how we live, work, learn, and consume. Rethinking the role of enterprise. So ask yourself, are you reframing your future? Or is the future reframing you? Transforming to create long-term value for business, people, and society as a whole. Building an even better working world. Find out how we can help you with end-to-end transformation to uncover opportunities now, next, and beyond. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire autour des investissements directs étrangers, intitulé Reprise des flux mondiaux d'IDE, quelles opportunités et leviers d'attractivité pour la Tunisie. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des participants, des panélistes et de notre audience pour votre présence, pour votre participation à cet événement, que nous l'espérons sera riche en informations et permettra d'adresser les leviers de la reprise économique et de l'investissement en Tunisie. Un petit point en termes de structure. Dans cette session, nous aborderons point par point un petit peu les principaux impacts de la crise du Covid sur les flux d'IDE mondiaux, ainsi qu'un petit peu l'overview de la Pulse Survey menée par la Banque mondiale en coopération avec EY auprès des multinationales sur leurs intentions d'investissement. On va aussi explorer un petit peu les nouvelles tendances, quels sont les secteurs porteurs, les technologies sur lesquelles il faudrait mettre le point. Aussi un retour terrain. Puis nous rentrerons un petit peu en détail sur le cas de la Tunisie, en explorant un petit peu quel est l'état des lieux des investissements étrangers en Tunisie. Et nous aurons aussi la chance d'avoir un retour d'expérience d'un projet qui a été entrepris durant cette période. Et on va essayer tous ensemble de comprendre pourquoi avoir choisi la Tunisie, quels ont été les atouts mis en valeur, et discuter un petit peu des perspectives d'avenir autour de ce sujet-là en Tunisie. Donc, ça, c'est un petit peu pour le sommaire de notre webcast. J'aimerais tout d'abord vous faire part de quelques observations avant de débuter le webcast. Donc, nous sommes en mode live event pour ce webcast. Donc, je vous prierai de vous assurer que vous êtes sur mute pour qu'il n'y ait pas d'interférence, de grésillement tout au long de la présentation. Je vous demanderai si vous avez des questions tout au long de ces différentes présentations, des interventions des panélistes, de poser vos questions sur le chat qui vous est accessible, et nous tâcherons de répondre à l'ensemble des questions qui seront posées lors de la session Q&A que nous avons prévue en fin de présentation. Donc, merci encore pour votre présence et nous tâcherons d'être les plus informatifs possibles concernant tous ces sujets-là. Pour introduire ce webinaire, nous accueillerons M. Mounir Ghazeli, associé en charge de l'activité de conseil auprès du gouvernement et du secteur public au sein de EY Tunisie. M. Mounir, à vous la parole pour lancer ce webcast. Merci Lies. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos participants et à nos panélistes. Donc, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous.
pour débattre en fait de un sujet qui a une importance capitale, je pense, pour la Tunisie notamment. Donc, je vais commencer par déjà un peu expliquer la raison ou le choix de ce sujet-là. Je pense que durant la période Covid, on a vu une baisse très importante du volume des IDE dans le monde. Donc, il y a eu à peu près une baisse de 35%. C'est une baisse qui est très impactante en fait pour l'économie mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette baisse-là, finalement, elle a plus impacté les pays qui sont les pays développés et les pays en transition, plus que les pays en voie de développement. Donc le 35% finalement, on le retrouve aux alentours de 20% pour les pays en voie de développement, alors que pour les pays développés ou en transition, cette baisse-là, elle a été beaucoup plus aiguë et a dépassé très nettement le 35%. La deuxième raison est que finalement, on a beaucoup entendu parler de souveraineté économique durant cette période Covid. On a beaucoup entendu parler de reshoring durant la période Covid. Et ce débat finissait en général, presque à chaque fois, par dire finalement qu'il va y avoir des volumes importants d'investissements qui vont être rapatriés de destinations offshore, essentiellement la Chine, vers l'Europe et vers le bassin méditerranéen. Et donc, c'est intéressant de voir maintenant, est-ce que finalement, ces déclarations-là, ce sont des déclarations de période de crise, et est-ce qu'elles sont suivies maintenant par des actions et par des décisions et par une redistribution du volume des IDE dans le monde, ou finalement, on ne voit pas. On ne voit pas les prémices de ces changements-là, de ces changements importants. L'autre raison est que finalement, quand on parle de reprise de flux d'IDE, on parle de prémices de reprise en 2021 et que cette reprise se confirmerait en 2022. La question qu'on se pose aujourd'hui, et je pense qu'on a les panélistes qu'il faut pour nous éclairer sur ce sujet-là, est-ce que cette reprise va se faire en mode continuité par rapport à ce qu'on voyait avant 2020, c'est-à-dire à peu près les mêmes secteurs en termes de distribution, les mêmes pays émetteurs, les mêmes géographies, ou est-ce qu'on va voir une redistribution des cartes très importante et on va voir l'apparition de nouveaux acteurs des IDE, on va voir de nouveaux secteurs finalement qui vont être locomotives pour les IDE. Et bien sûr, le sujet capital pour nous est comment est-ce que finalement la destination Tunisie peut finalement profiter de cette redistribution des cartes. C'est une phase qui n'est pas facile pour l'économie tunisienne. On sait qu'il y a eu une revue à la baisse de la note souveraine du pays, ce qui a tendance à réduire son attractivité. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres leviers qui peuvent être actionnés justement pour maintenir notre compétitivité sur les IDE, sachant que les IDE ont été de tout temps pour la Tunisie dans les fondamentaux finalement de l'économie tunisienne, dans les fondamentaux du modèle économique tunisien. Voilà. Donc, je pense beaucoup de questions qu'on pose aujourd'hui et je pense qu'on va essayer ensemble de les adresser. Comme je l'ai dit, on a les panélistes qu'il faut pour le faire et puis je pense que le débat, il peut commencer.
Donc, je te repasse la parole, Lies, pour la suite. Merci beaucoup, Mounir, pour cette introduction. Donc oui, en effet, le sujet en fait de l'attractivité de la Tunisie s'intègre parfaitement dans cette optique de modèle économique tunisien qui est basé sur les projets d'investissement d'investissement direct étranger, avec plusieurs initiatives qui ont été prises tant au niveau réglementaire que de compétitivité pour en fait essayer d'attirer un maximum ce genre de flux vers notre pays. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et nous allons accueillir Monsieur Abhishek Sorav. Je vais un petit peu switcher en anglais. Monsieur Abhishek va nous faire un petit état de la Pulse Survey mené par la Banque mondiale. So Abhishek, I will begin by presenting you to our audience. Then I will invite you to talk us through the results of the Pulse Survey and provide us with some insights on FDI tendencies. Is that good for you? Sounds very good, Elias, yes. Okay, very good. So, Abhishek, you are a senior economist at the World Bank Group, currently based at Washington, from where we are currently participating in this webcast. So you graduated from George Mason University before obtaining your PhD in public finance and public administration from the George Washington University. You had previous consulting experiences working with the ICF International and the Logistics Management Institute, mainly on economic development projects. And currently, within the World Bank, you lead the global search to investigate the effects of the COVID-19 pandemic on MNE's intent to invest in developing countries and the global investment competitiveness. Without further wait, I will let you explain a bit about the survey. Thank you. Thank you very much, Elias. Allow me a few seconds to project my screen, and then I'm going to take about 15 minutes to share some insights. Could you please confirm that you can see my screen in presentation mode? Yes, we are seeing it very clearly. Excellent. So over the next few minutes, I'll be sharing the results of the latest round of the multinational enterprise pulse surveys that the World Bank does in partnership with Ernst & Young. It's a global project for which I'm very thankful to the team in both providing us support in all aspects of this research and propagating the results of this to bring it closer to policy making. I want to give a shout out to Vincent and Yannick and their team for their excellent support in this joint collaboration project. I'll be moving on to some high-level results, and then I'll be explaining, depending on how much time we have, what we are finding in terms of the major themes of the research. So first, before I begin in discussing these insights, all of this information is public. That is, the World Bank publishes these reports every 3 to 4 months and makes it available to all policymakers around the world. So in that sense, these are global public goods for use in this time of the pandemic and crisis for businesses everywhere. So let me first begin by sharing some high-level information on what this survey is about before we go into some of these findings. So this survey, every 3 months, we go to a few hundred. Right now, we go to 300 multinational enterprises, affiliates who are located in developing countries. So for example, this would be Volkswagen based in Turkey, Procter & Gamble based in Bangladesh, and Coca-Cola based in sub-Saharan Africa. So these are the type of affiliates whom we go to. Every 3 months, we ask them a standard set of questions on how they are dealing with the pandemic. What are the impacts of the pandemic on a variety of dimensions that relate to business, so supply, demand side indicators. And we try to understand what are the major strategic changes that are going on
in multinational enterprises during the pandemic. And the reason we ask these questions is because we want to understand in this time of crisis and major reshuffling of the global economy, how lead firms of global supply chains, that is multinational enterprises, how they are dealing with this uncertainty and change. So that's the context of this work. Let me now spend a few minutes on sharing these high-level views, and I think you can look at the report in your own time later on. So the first thing that we find when we look at results from the second quarter of 2021 is that multinational enterprises in developing countries seem to be inching slowly back to pre-pandemic output levels. So there's clearly a recovery story here. Less firms are affected, that is, compared to the previous quarter, that is the first quarter of 2021, we see that the incidence of negative effect has declined from 93% to 78%, which is still a very high number. What we are saying is, at this point, 4 in 5 multinational enterprise affiliates in developing countries are adversely affected. Till now, for the last 1 year, we have been saying something very different. We have been saying almost all of them have been affected by the pandemic. So there's clearly a recovery story in this case. But it's not all positive. There are some new challenges that have emerged. About half of our sample, that is 47% of our respondents, have experienced rising input costs compared to before the pandemic. We all know that there are certain tangible impediments to recovery, and input costs and inflation, which is related to inflation, may be coming in and impeding recovery to 2019 levels. That's finding number one. Finding number two is that, I'm going vertical, is that MNEs which are based in Asia, by Asia we mean East Asia and Pacific, so the small island economies in China, and then South Asia, that is India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan. The Middle East and North Africa, that's very clear, they appear to be underperforming as compared to other regions. So there are 3 regions in the world, East Asia, South Asia, and the Middle East and North Africa, which are still not clear from this pandemic. This disparity appears to be correlated with a decline in worker productivity and employment. This in turn has lowered profits for MNE affiliates in these regions. We also know that the incidence of COVID-19, the pandemic, the cases was very high in Q2 2021 in some parts of Asia, and we are thinking that that may explain the lagging experience that Asia is demonstrating based on the second quarter data. The third finding relates to worker productivity and outputs. So worker productivity and output exceeded pre-pandemic levels amongst those firms that did not decrease the number of employees. In our sample, we see that about 40% of respondents, about 129, 130 respondents, did not actually let go of workers during the pandemic. The others did. And these firms that reduced, and the firms that reduced the number of employees, that is the remaining approximately 60%, were the ones who had the most ambitious recruitment plans for the next 3 years, which suggests that there is an improving outlook on average in terms of employment. This is an important finding. This is the first time we had asked questions related to worker productivity and employment, and it's quite interesting what we are seeing, because this information allows us to look a little bit into the future and try to understand what type of skills and what type of employment is likely to come about in the next few years, 1 to 3 years. Now I will be moving to the second column of findings on the screen. Looking ahead, the skills that will be sought by multinational affiliates across sectors and regions are managerial skills. 71% of firms expect that this requirement will increase over time. The trend is observed unanimously across sectors, size of companies, small and large, and different business models, that is exporters or non-exporters. It is slightly more pronounced for those firms that are headquartered in Europe
and we want to understand that more in the future. Right now, that's all we have to observe. Moving to the next important finding. In terms of the investment climate, we see, in other words, investor confidence, we see that signs of normalization are consistently showing across survey rounds. We see that 1 in 5 investors at this point plans to increase their level of investment as reported in Q2. So when we ask these questions about plan to increase investment, we ask about what are your plans to increase investment in the next 1 to 3 years. So 1 in 5 investor is telling us that they want to commit more long-term FDI. This number may not seem very high, but this is a 2.5 times jump from just what we saw in the previous quarter, where less than 10%, that is 8% of investors were even considering increasing investment in developing countries. These survey results are correlated with probably COVID-related policy restrictions and other improvements in the investment climate, which gives foreign investors some confidence with which they can commit long-term capital in developing countries. And finally, this is not really a finding, but a cautionary note that we derive from some of these data points, which is that we are finding across these survey rounds is that uncertainty remains very high, which is limiting the capacity of firms, in this case, multinational firms, to invest. Uncertainty and investment allocation have an interesting and long-standing relationship. So I think it's really important to appreciate this finding. 86% of our respondents cite that uncertainty is the primary reason for not committing more investment, that is not changing their investment plans, a level which is consistent and comparable to what we found in the previous quarter. This shows that investors remain reluctant to change their investment plan in the current context, to the extent that the current pandemic context and what is going on in the area of international trade and investment policy uncertainty, to the extent that it infuses more uncertainty in the investment environment, we are going to continue to observe, I think, that investors will hold back these investment in developing countries because of uncertainty. Ilyas, do you want to translate some of these things for our readers at this point, or would you like me to present all the slides and then at the end translate some of these things? A very good idea. I think I can summarize a bit what you were saying, and then let you go for the rest of the slides. Donc, Monsieur Abhishek nous a présenté un petit peu la méthodologie de conduite de cette Pulse Survey auprès, en fait, des filiales des grands groupes multinationaux, principalement en Afrique, en Asie. Il a cité par exemple les exemples de Coca-Cola en Afrique subsaharienne, de Volkswagen en Turquie, et ainsi de suite. Donc l'objectif ici, ça a été d'aller voir ces grandes filiales des grands groupes et essayer de comprendre quelles étaient leurs perspectives à eux, comment ils voyaient l'évolution des choses au cœur de cette crise de la pandémie de Covid-19 en termes d'orientation stratégique, de futurs investissements et ainsi de suite. Donc parmi les principales conclusions de cette survey, il a été observé une baisse de la productivité au niveau des régions de l'Afrique, de la région MENA, c'est-à-dire Middle East and North Africa, ainsi que en Asie orientale et en Asie du Sud. Et ça a été en fait lié principalement à des soucis d'employabilité, de grosses crises sanitaires, principalement aperçues au deuxième trimestre de 2021. Aussi, cette survey en fait a mis en évidence des coûts de production qui sont de plus en plus élevés, liés
aussi aux impacts de cette crise du Covid-19. Et par la suite, par contre, il y a plusieurs bons signes pour la reprise. Il y a beaucoup de... le climat de l'investissement s'assainit de plus en plus et la tendance va vers une reprise économique des flux DDE sur les prochaines années. So, Abhishek, I think I've covered Excellent. What you were saying, and I'll let you present. Excellent. Thank you. In the interest of time management, Abhishek, we still have 2 to 3 minutes for your part, if you can manage that. Thank you. Absolutely, I will. So the next few slides, I think it will be best if this is shared with our panelists and participants after this event. So let me go back to the insights and maybe discuss some of the big questions that arise in FDI going forward. I think that will do justice to the time that we have left, if that's okay. So I think in terms of FDI, it's a very interesting question we have in front of us. I think the questions are as follows, and I think this is on top of policymakers' mind around the world. That is, how is the current FDI environment different from the FDI environment we were in 2019? I think it's quite interesting to note that while some fundamentals may have changed, some of the problems in the FDI environment from 2019 are still with us. For example, the high levels of trade and investment policy uncertainty, that is, unpredictability on what is going to happen in terms of new trade barriers, protectionism, and uncertainty about what type of investment restrictions are going to be imposed in some developing countries, I think are still with us. So I think the first question that follows from that observation is going to be that, are policymakers now ready to come together to work on lowering unpredictability for foreign investors? Because we must remember that long-term commitment of capital in developing countries far from your own borders is by its very definition, by very nature, a very risky proposition. For companies who are trying to do this, they need to find a predictable set of laws and regulations that governs investment policy, and they want market conditions that support this. Now, market conditions are in some ways, out of the direct control of policymakers. But what is within the control of policymakers is to provide a stable legal and regulatory framework. So I think that's the more important thing. Are policymakers ready to commit to making investment predictable? The second question, and which alludes to, I think, Maurice, your question related to, or your comment related to nearshoring, reshoring, offshoring. So I think the decisions related to offshoring, of which FDI is a symptom, you can think of FDI following offshoring decisions. I think the real answer of whether nearshoring or reshoring is likely to happen or may happen in the near future depends on the idea that multinational enterprises are reassessing internalization and externalization decisions, which then means is the things that they should produce within the confines of their own organizational boundaries, within certain geographies, or the decisions of letting this happen in other countries, in regions far from their own headquarters and original bases. So nearshoring and reshoring is likely to happen if firms are now feeling nervous about producing these things in far off locations in developing countries, in the case then when investment flows from advanced economies to the global south. And what can we do about this? So I think there's no clear answer. There are many casual commentaries available about the flight out of China, or multinational companies thinking about the China plus one strategy. Now, all that being said, what we know thus far, because we have asked a couple of questions related to supply chain adjustments and nearshoring and reshoring in the early part of the pandemic, is that we do not see very high incidence of companies reporting
nearshoring or reshoring. But what we do see is that it's not a high share, but it is still a sizable share. About 1 in 6 companies were considering nearshoring or reshoring options for their production. We then explored how supply chains come into this decision matrix. And what we have found over time through survey rounds is that supply chain reliability is consistently a problem throughout this pandemic. Some of the rise in input costs comes from supply chain reliability. So what can firms now do, and what can policymakers now do to alleviate some of the risks and reliability issues with supply chain? I think that is going to be key in how we think about multinationals reshoring or nearshoring. Supply chain disruption may be one of the most important drivers that reflects in these type of corporate decisions of multinational enterprises. I think I'm on my 2-minute time, and these are the 2 questions that I wanted to leave you with, probably thought-provoking for you. And I'm happy to share both the paper in the link and the slides as well, so that you can look at it in some more detail. Thank you very much for your time, and it's been a pleasure presenting the insights from our most recent research. Thank you. Thank you very much, Abhishek. Thank you very much. I will summarize a bit what you were saying, and then I will give the hand to Vincent to present a bit an operational, like a return of experience. Donc, ce que disait Abhishek lors de sa deuxième intervention, donc l'impératif aujourd'hui d'avoir des régulations et un cadre réglementaire sain pour l'attractivité des IDE. Comme il l'a rappelé, investir à l'étranger demeure plus un risque qu'une opportunité, et c'est-à-dire ça engendre plusieurs incertitudes pour les entreprises, et donc avoir ce cadre-là qui est sain et prêt à accueillir l'investissement permet en fait de booster cette attractivité territoriale. Aussi, il a rappelé que plus d'une entreprise sur 6 interrogée en début de pandémie considérait le nearshoring, la revue de ces sites de production, la relocalisation de ces sites de production. Et ici aussi, il a rappelé aussi l'impératif de mettre à niveau les chaînes logistiques nationales pour permettre cette relocalisation. Donc, again, thank you, Abhishek, for your intervention. Maintenant, je vais passer la parole à Vincent Rofas. Donc, Vincent, qui est actuellement associé à EY Paris, il est en charge du développement international et de l'attractivité, des problématiques de développement international et d'attractivité. Donc, Vincent, durant votre parcours, vous avez eu l'occasion de travailler avec plusieurs agences et gouvernements de développement territorial et régional dans le cadre de l'attractivité et du développement de l'investissement, notamment en Hongrie, en France, en Irlande ou encore en Lituanie. Aussi, vous avez acquis beaucoup de connaissances sur les marchés africains et de MENA en général, avec plusieurs projets notamment en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Togo ou en Guinée. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui, et parlez-nous un petit peu des tendances sectorielles autour des IDE, de votre retour d'expérience terrain, parce que vous avez été au plus près et vous êtes toujours au plus près des investisseurs. Et à vous la parole. Merci Vincent. Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, merci beaucoup. Alors, Ilyes, dans ta présentation, je pense qu'on peut aussi signaler qu'avec l'équipe, on a beaucoup travaillé en Tunisie, donc au cours des 15 dernières années. Et voilà, donc l'idée, c'est pour moi de vous donner aujourd'hui un retour d'expérience, non plus sur la base de ce qu'on observe à travers les enquêtes qu'on peut réaliser chez EY, soit pour notre compte, soit en partenariat avec, par exemple, la World Bank sur les Pulse Survey, mais plutôt retour d'expérience sur la vie réelle qu'on observe auprès de chez nos clients. Peut-être avant ça, alors je peux partager à l'écran là ma présentation? Ok, alors vous allez me dire si vous voyez bien un instant. Est-ce que vous la voyez en plein écran là? C'est bon.
Ok, super. Alors, donc peut-être, voilà, avant, je vous rappelais un petit peu de quel point de vue je m'exprime aujourd'hui. Donc, je suis dans une équipe qui s'appelle le FDI Center of Excellence, qui est un centre d'expertise pour tout EY quand on parle pour tout type de travaux, de conseils qui sont liés aux questions d'investissement international. Donc, finalement, on a notre portefeuille client qui est décomposé en deux grandes parties. On a nos clients publics, comme Ilyes le rappelait là, c'est-à-dire qu'on accompagne des territoires, des pays, des régions, des villes dans leur stratégie d'attractivité, dans leurs activités, donc pour attirer des investisseurs et notamment des investisseurs étrangers. Et puis, l'autre moitié de notre portefeuille client, donc les 50% restants, ce sont des entreprises privées. Et là, on a toute une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent au quotidien, qui sont totalement dédiés à l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie d'implantation à l'international. Et là aussi, c'est un centre d'expertise, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un bureau équivalent partout dans chacun des pays où EY est implanté, mais c'est traité de façon centralisée. C'est ce que vous voyez ici sur cette carte. On a deux gros hubs qui traitent ces questions-là. L'un pour toute la région IMEA et également LATAM, qui est représenté par le FDI Center of Excellence avec ma photo ici en haut. Et puis un autre qui est très spécifique sur les US, puisque les US c'est un gros marché, donc qui suffit à lui-même, qui traite essentiellement tous les investissements étrangers arrivant vers les US. Donc c'est ça, le retour d'expérience que je vais vous livrer, c'est nous ce qu'on observe de façon très empirique sur le marché. Et vous allez voir que ça résonne pas mal finalement avec ce qu'Abhishek a présenté à travers le Pulse Survey. Alors, peut-être la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur la dynamique des implantations internationales. Alors, ce que vous voyez ici, malheureusement, on n'a pas d'observatoire qui regarde le comportement des investisseurs et où vont les implantations internationales au niveau mondial. Donc ici, ce que vous avez, c'est une vue sur ce qui se passe en Europe. Ça dépasse l'Union européenne, hein, c'est vraiment l'Europe élargie, mais c'est un bon indicateur de la dynamique puisque c'est une dynamique qu'on retrouve à peu près partout avec des intensités plus ou moins fortes. Abhishek l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que l'intensité de la baisse de l'investissement a été plutôt plus forte dans les pays mûrs, je dirais, que dans les pays à forte croissance ou dans les pays émergents. Néanmoins, vous voyez ici que finalement, par exemple, si on prend la grande région d'Europe qui regroupe 44 pays, d'après notre définition de l'Europe, on a eu une baisse finalement plus modérée que ce à quoi on s'attendait, de 13%. Et quand on dit 13%, ici ce qu'on regarde, ce qu'on compte, ce sont des implantations physiques, donc du Greenfield FDI. Ce n'est pas des volumes de transactions, c'est vraiment du nombre d'implantations physiques qui sont créateurs d'emplois localement et créateurs de valeur localement. Donc cette baisse, d'une part, elle est relativement modérée par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et d'autre part, ce qu'on observe et ce qu'on observait en fait dès le mois de juillet 2020, donc entre mars et juillet 2020, il y a eu un arrêt complet des projets d'implantation sur lesquels on était en train de travailler avec nos clients. Tout le monde s'est mis en lockdown, je dirais, ou en couvre-feu, tout le monde s'est isolé et la vie s'est un peu arrêtée. Mais dès juillet 2020, on a senti une reprise assez franche des projets d'implantation. Donc ça veut dire une chose très importante, ça veut dire que l'investissement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les entreprises, l'investissement est et demeurera toujours vital. Une entreprise qui n'investit plus, c'est une entreprise qui est déjà morte. Donc, on a très bon espoir et on voit aujourd'hui la reprise s'est vraiment fortement accélérée. Très bon espoir de voir, à la faveur aussi de la forte reprise économique qu'on vit actuellement, une reprise nette et franche et continue et durable de ces projets d'implantation. Je vais vous donner une petite anecdote. Aujourd'hui, là, je suis connecté, je vous appelle depuis chez un client dont je ne peux pas donner le nom parce que c'est un projet qui est confidentiel, mais un client qui se trouve en Suisse, précisément pour démarrer un projet d'implantation sur une grosse activité de Shared Service Center, de Software Development Center, avec un périmètre d'analyse mondial, donc voir un peu où implanter, où sont les meilleures localisations pour implanter ce type d'activité avec plusieurs centaines, voire milliers d'emplois à la clé. Donc ça, c'est une bonne illustration de la vraie vie, du fait que
les projets d'implantation se poursuivent et c'est vrai à travers toutes les régions et sans doute c'est vrai également à travers toute la partie d'Afrique du Nord et donc sur la Tunisie. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, tous les secteurs ne sont pas impactés pareil par, j'ai envie de dire, n'ont pas été impactés pareil de la même façon par la crise et ne sont pas impactés par. Je pense qu'il faut retenir deux choses à partir de cette slide-là. La première chose, c'est que si on doit sélectionner deux grands domaines dans lesquels on voit une très forte reprise, c'est d'une part sur le secteur des sciences de la vie. On voyait déjà, c'est un peu le premier secteur qui a repris sa forte croissance juste après les premiers confinements. Ça, c'est quelque chose qui continue. On voit voilà, vraiment les gros players, notamment de la pharma, qui investissent fortement, avec derrière des conséquences en termes de localisation d'activités, d'implantation d'activités à l'international. Donc ça vient alimenter un pipe de projets de façon assez significative pour nos équipes. La deuxième chose, et là c'est peut-être aussi intéressant pour la Tunisie, c'est qu'on continue de voir une très très forte activité, peut-être même plus forte qu'auparavant, sur toutes les activités alors on peut les appeler nearshoring, mais toutes les activités qui en réalité sont autour du software development, tous les shared service centers, tous les global business services. On observait déjà ça avant la crise n'a fait qu'accélérer cette tendance. Cette tendance, elle est par ailleurs encore plus accélérée par le fait qu'aujourd'hui, tout le monde recherche les mêmes compétences et la demande en termes de compétences est beaucoup plus forte que ce que n'importe quelle ville du monde est capable de fournir. Donc nous, on a l'habitude de dire à nos clients, vous allez voir, la ville qui est capable de répondre à la demande est celle qui va avoir tous les projets. Vraiment, le principal driver en termes de choix des localisations se fait autour des compétences. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité s'arrachent un certain nombre de compétences en commun. Et si je prends l'exemple des compétences qu'on va appeler digitales, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui est autour du cloud, tout ce qui est autour des IT architectes, etc., eh bien aujourd'hui, tous les secteurs sont en concurrence les uns avec les autres. Il n'y a pas du tout d'effet de silo entre secteurs. Et ça veut dire qu'une entreprise du secteur automobile va être en concurrence avec une entreprise du secteur financier, etc. Parce que tout le monde s'arrache les mêmes compétences, notamment sur les compétences digitales. Voilà. Donc là, il faut quand même bien le savoir dans la façon d'appréhender ce marché et derrière pour les pays comme la Tunisie de faire leur marketing à l'international, de bien cibler les activités sur lesquelles ils peuvent se positionner. Mais en tout cas, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette faible, enfin en tout cas cette tension qu'il y a sur le marché des compétences est elle-même source d'un grand nombre de projets d'implantation, d'un grand nombre de projets qui visent à redéfinir la stratégie d'implantation des entreprises et donc ça génère beaucoup d'opportunités sur le marché et la Tunisie évidemment a son rôle à jouer là-dedans. Je me permettrai de rappeler d'ailleurs ici que la Tunisie affiche déjà certains succès. Je pense évidemment égoïstement à notre propre entreprise chez EY où on utilise, c'est une décision qui a été prise au niveau de la grande région IMIA avec la Tunisie, qui a été choisie comme l'un des hubs pour le développement justement de ces plateformes de soutien sur des métiers digitaux, sur des métiers de conseil, etc. Donc vraiment du nearshoring qui se rapproche, enfin voilà, qui a très forte valeur ajoutée, et c'est la Tunisie qui joue ce rôle dans l'environnement EY. Donc là, c'est bon de le savoir. Et ce succès témoigne évidemment de la capacité de la Tunisie à encore mieux se positionner sur ses activités à l'avenir et à poursuivre dans cette voie. Alors, on parlait aussi, Abhishek, on a déjà parlé un petit peu sur les grands enjeux et finalement la transformation des critères de décision pour les investisseurs. On va y revenir, mais encore une fois, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la question des compétences. Hein, c'est vraiment le critère numéro 1. Mais au-delà de ces questions-là, on observe quand même, pareil, ce qu'on observait auparavant, mais qu'on observe encore plus aujourd'hui, à la faveur de la crise, une recherche de maîtrise du risque qui est vraiment très importante. Et plus on va vers des marchés de nearshoring, voire d'offshoring, donc plutôt vers des pays émergents,
plus cette exigence sur la maîtrise du risque va être forte. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Vous voyez que ici, la maîtrise du risque, risque politique, risque économique, etc., elle est déjà très forte au niveau européen, puisque ce graphe que vous voyez là concerne l'Europe, la grande Europe, qui comprend évidemment donc toute l'Europe de l'Est, y compris l'Ukraine, y compris la Turquie, etc. Mais plus on va penser nearshoring et offshoring, plus ces critères autour de la maîtrise du risque vont avoir de l'importance. Donc là aussi, il faut le savoir, dans la façon, voilà, dans votre policy making, dans la façon de promouvoir justement les atouts d'un pays comme la Tunisie par exemple, pour bien cocher toutes les cases et bien rassurer les investisseurs de ce point de vue-là, puisque investir, c'est forcément par définition une opération de long terme, et donc il y a besoin d'avoir de la visibilité et donc de la stabilité. Alors, je vais terminer par cette page ensuite. Ça, ce que vous voyez ici, c'est un peu le cerveau, c'est ce qu'il y a quand on ouvre le cerveau d'un investisseur qui se pose la question de où il doit s'implanter. C'est une slide, c'est une page qui est extraite de nos rapports de localisation qu'on réalise pour nos clients, qui est adaptée pour chacun des projets, bien évidemment, on personnalise ça pour chacun des projets, mais on retrouve toujours ces trois grandes catégories, c'est-à-dire que le choix d'un lieu d'implantation, d'abord se fait toujours au niveau local et non pas national, parce que les dynamiques de marché, elles sont au niveau local, donc au niveau des villes et non pas au niveau des pays. Et ensuite, les investisseurs regardent toujours trois grandes familles de critères. Ils regardent les coûts, donc les coûts opérationnels, à commencer par les coûts de main-d'œuvre, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les coûts immobiliers, bien sûr. C'est encore plus sensible si on parle de manufacturing, par exemple. Ils vont regarder les aides, mais les aides c'est vraiment un bonus, c'est-à-dire que les aides, ça a une fin, etc. Donc, c'est bien pour accrocher les clients, mais ils savent aussi qu'un jour, ça se termine. Voilà, donc ils regardent les coûts, ensuite ils regardent ce qu'on appelle ici les benefits, c'est-à-dire tous les critères qui sont opérationnels, et dans ces critères opérationnels, on en a un certain nombre qui comptent plus que d'autres, et ce que vous voyez ici avec les pondérations, donc le 40% qui est appliqué à tous les critères autour de la disponibilité des compétences. Sachant que là, il y a une équation sans solution à laquelle se heurtent 100% de nos clients, et pour laquelle nous, on n'a pas de réponse, mais c'est ce qui nous donne du travail tous les jours, c'est qu'il n'y a pas d'Eldorado. L'Eldorado n'existe pas, il n'y a pas de localisation parfaite, et vous avez toujours à résoudre cette équation impossible, qui est que soit vous choisissez un lieu où vous savez que les compétences sont présentes sur le marché et sont relativement abondantes, mais vous savez aussi que vous allez être en concurrence avec tous vos concurrents qui vont chercher à recruter dans le même bassin d'emploi. Soit vous allez à un endroit où il y a beaucoup moins de concurrence, mais il y a moins de concurrence pour une raison simple, c'est aussi parce qu'il y a moins de compétences. Donc ça veut dire que vous vous implantez là-bas et que vous allez devoir construire from scratch toutes les compétences en recrutant, formant à partir de zéro presque ces compétences. Certains font ce choix, ça correspond à leur culture d'entreprise, ça correspond à leur projet, d'autres ne peuvent pas se le permettre. Toutes les entreprises, selon la puissance de leur marque, leur taille, etc., ne peuvent pas se permettre d'aller aux mêmes endroits au même moment. Voilà, mais donc il y a un peu toutes ces questions à prendre en compte, et c'est ce qui fait qu'à la fin, la question de la localisation, c'est bien plus qu'une simple question de coût, c'est une véritable question stratégique qui a un impact très fort, d'autant que les activités qu'on implante à l'étranger sur du nearshoring ou offshoring sont aujourd'hui des activités à assez forte valeur ajoutée. On n'est plus du tout dans les activités de call center, de faible valeur ajoutée ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a vraiment une forte montée en gamme de ces activités. Et puis enfin, la troisième catégorie, et je m'arrêterai là ensuite, qu'on observe beaucoup, c'est justement sur la traduction de ces considérations relatives au risque que vous retrouvez ici, avec donc un regard très précis qui est posé sur le risque politique, économique, la cybersécurité, les infrastructures, mais aussi, et ça c'est relativement, c'est pas nouveau, mais on sent vraiment une très forte accélération, ou en tout cas prise d'importance de ce critère, sur le risque environnemental, où là on a une exigence beaucoup plus forte, notamment des gros players, voilà, de faire le choix d'une implantation qui soit respectueuse de l'environnement. Et quand je dis de l'environnement, ça dépasse d'ailleurs la dimension purement environnementale, mais c'est aussi
la dimension sociale. Et pour vous donner quelques exemples, on a eu tout récemment des clients américains qu'on a pris en visite de site avec nous, qui s'intéressaient à l'Europe de l'Est. Donc, on a été dans plusieurs villes d'Europe de l'Est avec eux. Et eux, ils nous demandent de rencontrer, c'est la première fois que ça nous arrive, la société civile. Ils sont dans le secteur automobile et ils nous demandent de rencontrer la société civile pour s'assurer que, voilà, que tous les codes sociaux, l'inclusion, etc., soient bien respectés par rapport à leur politique au niveau global. Et évidemment, les pays ou les villes qui répondent à ces questions-là de façon positive, qui correspondent à leurs attentes, sont conservés dans la shortlist, alors que ceux où voilà, il y a plus d'incertitudes ou voilà, sont immédiatement exclus de la longue liste et ne figurent même pas dans la shortlist. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous livrer quelques éléments qui viennent vraiment de notre expérience sur le terrain et on sera à votre disposition, bien entendu, si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup Vincent pour cette intervention. Donc je vois qu'il y a une concordance entre ce que disait Abhishek et ce que vous avez un petit peu présenté. On voit clairement que aujourd'hui le focus se porte sur les skills, les talents qui sont présents dans les différentes villes. Vous avez aussi parlé de nouvelles tendances en termes de prospection pour ces grandes entreprises-là, quels axes elles explorent. Donc encore merci pour votre intervention. Je vais maintenant un petit peu passer la parole à M. Abdelbast Al-Ghanmi pour nous présenter un petit aperçu, un zoom sur la Tunisie, sur ce qui s'est passé en termes d'IDE et quelles sont les perspectives d'avenir vis-à-vis de cette question-là en Tunisie. Donc, pour présenter un petit peu Sir Abdelbast Al-Ghanmi, actuellement Sir Abdelbast Al-Ghanmi est directeur général de la FIPA en Tunisie, la Foreign Investment Promotion Agency. Donc, c'est l'agence en charge de l'attractivité et du développement en fait de l'investissement en Tunisie. Donc, Sir Abdelbast, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'attractivité, de la promotion du territoire Tunisie à l'échelle internationale, principalement en Europe, où vous avez travaillé au Royaume-Uni et au bureau de la FIPA en Belgique, mais aussi vous avez plusieurs des expériences aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Corée et dans plusieurs autres pays européens. Donc, je vous laisse la parole pour un petit peu nous présenter ces insights. À vous la parole. Merci Ilyes. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants et notamment nos éminents panélistes. Je remercie également EY pour cette excellente initiative et le choix du sujet parce que c'est un sujet important pour nous en tant qu'agence de promotion de l'investissement étranger. Et je confirme ce qui a été dit par Simonir dans son introduction, que l'IDE est l'un des piliers de la stratégie tunisienne en matière de développement économique et social. Donc, depuis les années 70, on a misé sur les investissements étrangers. Donc, dans ma présentation, je vais tout d'abord vous présenter un état des lieux de l'investissement étranger. Pour dire que l'investissement étranger est important en Tunisie, donc on a plus de 3700 entreprises étrangères qui offrent des emplois à plus de 400 000 personnes, donc c'est très important en termes d'emploi et de création de richesses et aussi de contribution à notre économie. Ça a été dit, donc l'impact du Covid sur les IDE d'une manière générale et la Tunisie a été touchée, donc par cette pandémie. On a enregistré une baisse significative qui a été estimée à 28,8%, mais ça n'empêche que notre pays est toujours capable d'attirer des investissements. On a enregistré en 2020, malgré cette baisse, plus de 500 opérations d'investissement. Si on parle de défis, le défi, ces investissements sont en grande partie réalisés par des entreprises existantes en Tunisie, ce qui représente plus de 90%. Donc, le grand défi, c'est d'attirer de nouveaux investisseurs. Ça c'est le vrai challenge pour nous. Vous avez ici donc une idée sur les investissements, même par rapport à 2010, hein, c'est-à-dire durant les dernières années. On était en fait sur une logique baissière, donc depuis 2010
jusqu'à 2017. 2017, on a constaté une reprise des investissements étrangers jusqu'au premier semestre 2019. Et depuis 2019, vous voyez ça, donc à droite, les investissements ont commencé. Donc, il n'y a pas que le Covid, il y a d'autres facteurs liés principalement à la situation en Tunisie, instabilité politique, économique, sociale et également le climat des affaires. Donc, beaucoup reste à faire. Hein. Durant les 9 mois de 2021, donc, on est presque au même niveau, on atteint actuellement le niveau de 2020. Donc, c'est avec 452 opérations d'investissement. C'est plus que cette période, donc l'année dernière. Le nombre d'emplois, il atteint presque le total de ce qui a été réalisé en 2020. Mais il ne faut pas oublier aussi que les secteurs qui sont vraiment drivers de l'investissement étranger en Tunisie, et notamment les industries électriques, électroniques et particulièrement les composants automobiles, suivent aussi. Il y a un autre problème qui est lié au contexte du Covid, c'est les perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement, donc en certains produits. Vous avez ici les 5 top pays investisseurs, donc c'est la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon et l'Allemagne. Donc, pour le premier semestre, le Japon était 3e. Donc, j'imagine que l'Espagne, il y a un projet qui a été réalisé important et du coup, elle prend la 3e place. Alors, pourquoi la Tunisie est un site attractif? Parce qu'elle dispose de plusieurs atouts. Le premier facteur, il est lié à sa position géographique. La Tunisie est une destination proche de l'Europe. Donc, on est à 2 heures de vol des principales capitales européennes et à 20 heures par voie maritime. Et un pays les plus disposant de surcroît, donc d'une logistique adaptée et offrant des coûts compétitifs. La Tunisie est également consciente que les synergies de partenariat et avantages compétitifs l'incitent désormais à se tourner vers l'Afrique. Justement, il y a une volonté donc de renforcer notre intégration en Afrique. Il s'agit plutôt d'une intégration plutôt verticale qu'horizontale. Et c'est précisément ce qu'elle est en train de réaliser en devenant un hub, donc une plateforme importante pour les entreprises européennes et même asiatiques et américaines, en développant donc des accords bilatéraux et renforçant sa coopération économique avec le continent africain et notamment l'Afrique subsaharienne avec laquelle on a des relations historiques. Le deuxième facteur et le plus important, il a été même cité par mes prédécesseurs, donc c'est le facteur humain qui est lié aux ressources humaines. Donc, la Tunisie se positionne comme un grand réservoir de ressources humaines hautement qualifiées par rapport aux pays voisins. On y trouve donc plus de 10 000 ingénieurs formés aux technologies de pointe. Et là, c'est la demande, et ça a été dit donc, dans la précédente. Un savoir-faire donc principalement dans la fabrication et la programmation de robots. Industrie 4.0 dans beaucoup de domaines hein, et un tissu industriel inégalé. Vous savez que la Tunisie est le 2e pays exportateur vers l'Europe du bassin sud de la Méditerranée. Donc, c'est très important. On a une tradition importante dans l'industrie. Donc, ces avantages comparatifs du site tunisien dans le domaine des ressources humaines et de l'innovation sont confirmés par plusieurs donc, classements. Vous avez une idée, donc le classement de la Tunisie, que ce soit également en termes de compétitivité de coûts, on utilise l'outil FDI Benchmark Tool qui permet justement, c'est un outil Financial Times, et qui permet de benchmarker la Tunisie avec différents pays concurrents. Il y a le cadre de l'investissement, tout à fait. Il y a un cadre légal qui permet, donc, tout d'abord, qui permet aux investisseurs étrangers d'investir librement, mais la FIPA œuvre pour l'amélioration du cadre législatif et notamment en ce qui concerne donc la simplification des procédures et l'ouverture davantage donc du marché.
Encore, donc je vais faire vite, essayer. Donc, au niveau des opportunités sectorielles, donc la Tunisie est en avantage position de tirer profit de cette tendance de recherche de sites de proximité. Au niveau sectoriel, donc il s'agit notamment donc de l'économie numérique, économie du donc développement de logiciels, applications, fintech, et des activités émergentes, tout ce qui est intelligence artificielle, gaming, télémédecine, robotique. On a vu l'émergence surtout de startups tunisiennes et également l'investissement d'entreprises même industrielles qui ont investi dans des secteurs traditionnels qui s'orientent plutôt vers des activités à haute valeur ajoutée, des centres R&D. Et donc, toutes ces activités ont confirmé donc les atouts de l'écosystème de start-up tunisienne qui performe principalement à l'export. De l'écosystème des composants automobiles, donc qui suit actuellement la tendance d'un plus grand croisement de filières, avec les opportunités digitales, donc tout ce qui est système embarqué, nouvelles applications liées aux véhicules autonomes et connectés, et notamment les véhicules électriques. Il ne faut pas également oublier, donc, il y a aussi les services de santé, et c'est un secteur qui émerge surtout dans le contexte du Covid, l'industrie pharmaceutique, les produits paramédicaux, et aussi le secteur agricole, et notamment le bio et l'agroalimentaire. Et le textile intelligent sont les secteurs, en plus du numérique, qui se portent les mieux, surtout dans le cas. Et on n'oublie pas les secteurs traditionnels, donc le textile, l'agroalimentaire, ce sont les secteurs donc, traditionnels en Tunisie. Il y a aussi des opportunités dans tout ce qui est énergie renouvelable. La Tunisie dispose d'un potentiel important au niveau du solaire, au niveau de l'éolien. L'aéronautique, bien qu'il a été impacté par le Covid, mais il y a des prémices d'une reprise, et la Tunisie, depuis 2004, a connu donc une émergence d'activités dans l'ingénierie et toute la chaîne de valeur, le tourisme médical, les projets d'infrastructure. La dernière partie de ma présentation, en fait, concerne ce que fait la FIPA actuellement pour positionner et tirer profit, en fait, de ces tendances-là. Donc, on est passé à l'offensive pour attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Et d'ailleurs, c'est un axe qu'on a déjà entamé depuis, même avant le Covid, donc depuis les années, depuis 2017. Donc, c'est une approche agressive pour identifier de nouveaux prospects. Et depuis donc le déclenchement de cette pandémie, donc on a remodelé notre orientation stratégique. On a révisé les priorités sectorielles, on a digitalisé notre activité et surtout s'orienter de plus en plus donc avec une approche agressive sur les avantages compétitifs du site Tunisie. Notre priorité, c'est la rétention des investissements existants, l'intensification des activités de lead generation ou d'identification de prospects, la révision des priorités sectorielles. Bien sûr, avant le Covid, on avait le composant automobile, les composants aéronautiques, l'agroalimentaire et le numérique. Actuellement, on a changé les priorités sectorielles. C'est plutôt le numérique, c'est plutôt l'industrie pharmaceutique et les services de santé d'une manière générale et l'agroalimentaire, parce que ce sont des secteurs, et d'ailleurs, d'après notre expérience durant toute cette année, il y a beaucoup d'intérêt pour le secteur du numérique aux dépens des activités donc, industrielles. Donc, cette stratégie, donc, elle est axée sur le contact direct, mais il ne faut pas également oublier la communication, et on a investi beaucoup et on continue à investir dans la communication digitale. L'objectif, c'est de fournir une information fiable, actualisée et qui présente et qui met en avant les avantages compétitifs de notre pays, notamment la disponibilité des ressources humaines, la compétitivité du site, la présence d'entreprises internationales qui ont reçu leur investissement et qui ne cessent de se développer. Et j'espère que M. Abdelmajid, donc, qui va présenter l'expérience de Alva, groupe Toray japonais, qui va nous présenter l'expérience de son entreprise, donc un investissement qui a été réalisé dans le contexte
du Covid. Donc, je tiens juste à rassurer que la FIPA travaille avec tout l'écosystème, avec tous ses partenaires, aussi bien en Tunisie, du secteur public, donc tous les organismes d'appui, et aussi du secteur privé, et avec notre réseau de représentation à l'étranger. Donc, on est présent sur 5 pays, les principaux pays émetteurs de résidus en Tunisie, le UK, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne, et on est vraiment à la disposition. On a une relation de proximité avec les investisseurs installés en Tunisie parce qu'on est au quotidien et on les a soutenus pendant la période de Covid avec une cellule de crise qui est toujours active, qui a pour objectif donc d'aider les entreprises à maintenir leur activité, à sécuriser les exportations et également avec des nouveaux prospects. Donc, on est là vraiment pour fournir de l'information, l'accompagnement et l'assistance aux entreprises étrangères installées en Tunisie. Merci. Merci beaucoup, Sir Abdelbast, pour votre intervention. Donc, on est un petit peu pris par le temps. Donc, j'invite Sir Abdelmejid Jmi'i à nous parler un petit peu de l'expérience Alva Group. Donc, Sir Abdelmejid, c'est un ingénieur en textile, principalement opérant dans le secteur automobile. Et ça fait près de 8 ans que vous êtes plant manager et vous occupez des sites de production ainsi que du siège social de Alva en Tunisie. Donc, je vous invite à nous faire un petit peu un retour d'expérience et nous présenter un petit peu les projets d'extension et Alva en général. Merci. Merci à tout le monde. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci Céleste, merci Sir Abdelbast pour cette invitation. Alors, tout simplement, je vais être rapide parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. Très bien. Alors, je vais juste commencer par discuter ou par vous faire une petite présentation du groupe Toray. C'est un groupe japonais créé en 1926, spécialisé en premier lieu par le textile. Après, il s'est spécialisé dans le fibre de carbone et toute la partie fibres artificielles comme le polyamide et le polyester et tous les produits composants des fibres et aussi des matières polyamide, polyester. Alors après, alors l'activité du groupe Toray, le groupe Toray, il est, comme j'ai dit, un des plus grands fournisseurs de produits textiles, comme la fibre textile, le textile et aussi les produits cousus. Il est aussi numéro 1 mondial au niveau les matériaux composites comme la fibre de carbone qui est utilisée sur les ailes des avions, sur les bicyclettes, les cannes à pêche et tout ça. Et il est aussi un des plus grands fournisseurs de résine, produits chimiques et films plastiques. Et aussi, il a une grande spécialité dans la partie électronique et matériel d'information. Au niveau environnement et ingénierie, Groupe Toray aussi, il est très fort en traitement des eaux et dans la salinisation et désalinisation des eaux d'eau de mer. Et il est aussi dans le logement et ingénierie de logement. Et le dernier venu, c'est la science de la vie, produits pharmaceutiques et médicaux. Alors, une brève présentation aussi du groupe Toray. Groupe Toray, il est présent en 29 pays dans le monde. Il y a 283 sociétés ou, disons, partenaires. Alors, les sociétés sont divisées, ou le revenu il est divisé à 44% au Japon, 39% en Asie et 17% en Europe ou autres pays. Le chiffre d'affaires 2020 s'élève à 19,88 billions de dollars. Le groupe Toray, il a racheté la société Alva du groupe Alva Suède en 2020. Alors, Alva Suède, c'est un groupe suédois qui est créé en 1948 et qui est présent en Tunisie depuis 1983, mais il a été changé en production de produits airbag en 2006. Alors, la spécialité de la société Alva Tunisia, nous sommes une société créée en 2006, présente actuellement en 2 sites, et on parlera après du 3e site. On est présent actuellement au centre de l'Ariana, la zone industrielle de Charguia 2, et aussi on est présent en Soliman.
Et on est 100% fabricant de produits de sacs airbag ou coussins airbag. Alors, on est 1380 employés et on est l'un des plus grands partenaires pour les industries automobiles au niveau des coussins airbag. Alors, les coussins airbag, on est… C'est Abdelmejid, Oui. si vous permettez, dans l'intérêt de gérer le temps, on n'a plus beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions en fait sur la partie chat auxquelles on va répondre également et par la suite on va récapituler. Si on peut passer directement peut-être à la question centrale finalement, qui est en fait comment s'est fait finalement cet investissement dans un domaine sur lequel la Tunisie justement veut se positionner, les textiles techniques, les textiles pour le secteur automobile en période Covid. Comment est-ce que vraiment la Tunisie a réussi le challenge Reveya pour capturer finalement cet investissement? Alors, si on parle de textile technique, il faut présenter le produit parce que le textile technique, il y en a beaucoup. Nous, on fait des produits airbag avec tissu airbag. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Ce qu'on fait, c'est les coussins airbag avec du textile technique. Après, c'est les chiffres. Nous, on devrait produire en 2023 12 millions d'airbags et avec un chiffre d'affaires en 2023 30 millions d'euros. Maintenant, c'est les partenaires. Nos clients directs, c'est Autoliv et ZF-TRW et les OEM, c'est presque toutes les marques automobiles dans le monde. Alors, notre projet, c'est la construction de notre usine Alva One qui a été lancée en décembre 2020. Lancé en 4 décembre 2020. Les travaux, ils ont commencé le 16 décembre 2020. Aujourd'hui, on est à 90% du projet. Le projet devrait être fini en novembre 2021, fin novembre 2021. Alors, pour donner des chiffres globaux, actuellement, Alva Tunisie a un chiffre d'affaires de 27,50 millions de dinars. Et la construction du projet, elle est faite sur un terrain de 24 790 mètres carrés avec une surface bâtie de 18 880 mètres carrés en béton. On est à Benarous. Le début c'est 11 mois pour le projet. Capacité totale du projet, c'est 3000 personnes en 2023. Les nouveaux employés à recruter d'ici 2023, c'est 1700 employés. L'investissement propre, c'est 17,26 millions d'euros. Les prêts bancaires, c'est 2,46 millions d'euros en banque étrangère. Et l'investissement total, il s'élève à 19,72 millions d'euros. J'aimerais bien parler aussi des difficultés et des bonnes choses qu'on a rencontrées pendant toute cette année de construction de cette nouvelle usine. Alors, la première chose, c'est construire une usine en 18 800 mètres carrés en une année, c'était fou. Personne n'a cru ça. Même les médias tunisiens, quand ils ont su ça, ils ont dit c'est pas possible. Ils ont même dit qu'on va voir. Ils nous attendent maintenant et ils sont heureux aujourd'hui de voir qu'on a presque fini. Alors, ce qui est aussi important, c'est de dire qu'on est à 100% partenaire tunisien au niveau de l'architecture et d'études, la société de construction, tous les partenaires qui sont dans ce projet, c'est des partenaires 100% tunisiens. La gestion de projet aussi est faite par un ingénieur ou une équipe tunisienne qui travaille chez Alva Tunisia. Le suivi et réalisation est fait par l'équipe Toré. C'est au niveau régularisation des installations électriques et fluides et tout ce qui est construction. C'est fait par l'équipe ingénierie de Toré du Japon. On a eu 0 accident de travail et on a eu on était trop sévère au niveau des respects des consignes Covid. C'était pas facile dans le chantier de construction, mais on a vraiment réussi à faire ça. La coopération qui était très importante au niveau des instances locales, qui est comme la municipalité de Benarous, la douane et la protection civile qui sont très collaborateurs. Alors, ce qui est aussi important, c'est que nous, on a choisi Benarous pour la disponibilité des moyens de main-d'œuvre qualifiée. Et aussi, on a un très grand point positif en Tunisie, c'est le niveau des ingénieurs et des techniciens qui sont vraiment disponibles et qui sont vraiment d'une très haute qualification. Les points négatifs ou les points améliorés, le projet il est considéré comme un projet international, ce qui est très positif. Alors, mais malheureusement, l'instabilité politique, elle a aussi ralenti un petit peu
les décisions à prendre, comme l'autorisation de bâtir, comme beaucoup de décisions qui nous ont vraiment ralenti, les grèves aussi qui nous ont beaucoup ralenti, l'impact Covid aussi, il y a eu le couvre-feu, il y a eu le confinement dans cette année 2021. La hausse des prix, c'est aussi remarquable, c'est la hausse des prix de matières premières, tout ce qui est acier, cuivre, câble et aluminium. Nous avons vraiment fait un petit peu exploser le budget qu'on a préparé. Et le dernier point qui est les intérêts bancaires trop élevés pour les banques locales. Ça veut dire que nous étions obligés à prendre des crédits d'une banque étrangère au lieu de passer par les banques nationales. Voilà, j'étais trop rapide. Si vous avez des questions, merci. Merci beaucoup, Sir Abdelmejid. Très rapidement, nous allons passer maintenant à notre session de Q&A. Avant de rentrer et parcourir un petit peu les questions, je voulais revenir avec vous, Sir Abdelmejid. Qu'est-ce qui a en fait poussé le groupe Toraï pendant cette période-là de crise à choisir en fait d'investir des fonds en Tunisie pour cette extension? Quel a été le facteur? Est-ce que la Tunisie était en concurrence avec un autre site? Qu'est-ce qui a fait basculer la balance? J'ai envie un petit peu de creuser un petit peu ce point, donc si vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à ça. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux philosophies. Il y a la première philosophie, on dit qu'à chaque dizaine d'années, il y a une crise. Alors, le patron suédois, il a pensé, voilà, il y a une dizaine d'années, il faut vendre. Mais les Japonais, ils ont dit, il faut investir dans les crises. Ça veut dire qu'il y a deux philosophies différentes et chacun, il a raison. En fait, les bons investissements, c'est pendant les crises. Mais pour être honnête avec vous, l'investissement, il était décidé avant la crise Covid. On ne peut pas revenir en arrière. La crise Covid, c'était tombé en 2020, mais déjà, tout est fait. Le terrain, il est acheté en 2020 et tout est déjà préparé et lancé avant la crise. Alors, pour parler de concurrents, oui, les Japonais, ils ont bien fait le tour avant de venir en Tunisie. Ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Libye, ils sont allés un petit peu dans certains pays africains, aussi l'Éthiopie. Après, ils ont décidé d'être en Tunisie. Et le plus grand point de venir en Tunisie, c'est le soft skill de nos ingénieurs, c'est-à-dire l'équipe technique qu'on a. C'est vraiment, à part la proximité de la Tunisie, il y a un deuxième fait qui est très important. Les Japonais, ils voulaient avoir vraiment une transparence dans la collaboration avec les instances nationales et aussi un pays démocrate, si on veut dire. Voilà, c'est vraiment un des critères que les Japonais ils voulaient avoir, c'est collaborer avec un pays en voie de développement au niveau de démocratie. C'est un peu ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Sir Abdelmejid, très très bien. Donc dès qu'il y aura une autre question qui est par rapport à ça, on reviendra vers vous. Sir Abdelbast, il y a plusieurs questions qui vous ont été adressées. Donc la première déjà, quel a été un petit peu l'impact de la dévaluation du dinar au fur et à mesure des années sur cette... Est-ce que peut-être que les flux d'IDE que nous sommes en train de capter ne sont pas quelque part l'image de cette dévaluation, ou bien est-ce qu'on peut jouer de ça aussi dans le futur et comment on y est préparé ou pas? Oui, la dévaluation du dinar, elle impacte, mais pas au même niveau, parce qu'il y a des gens qui profitent. Par exemple, il y a au niveau des entreprises étrangères, il y a des études même qui ont été menées avant même la dévaluation, la dernière dévaluation du dinar, et qui sont plutôt au profit des entreprises étrangères, c'est-à-dire même les augmentations salariales. On ne voit pas les augmentations salariales parce que si on analyse un peu le ratio entre l'euro et le dinar, mais ceux qui achètent en devise des matières premières ou des intrants, tout à fait normal, il y a un impact parce que ça rend, donc il y a un surcoût. Donc, ça dépend aussi pour le... Mais nous, on publie les statistiques sur les investissements étrangers. C'est au prix constant, c'est en dinars, mais ces dernières années, on a converti, on fournit aussi des chiffres en devises, c'est-à-dire en euros et en dollars.
Et le constat est clair. Donc, la baisse, j'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation qu'il y a une baisse. Elle est estimée à peu près de 50% entre 2010 et avant 2011 et après 2011. Donc, il y a une baisse importante de l'investissement étranger. Bien sûr, ça c'est en devise, mais en dinar tunisien, on ne le voit pas parce qu'il y a la dévaluation du dinar. Donc, c'est un problème. Il y a des gens qui sont plus impactés que d'autres, mais nous, en tant que Tunisiens, je pense on subit donc la dévaluation du dinar. Très, très bien. Merci pour ces explications. Abhishek, are you still with us? Yes, I am here. Just trying to Very switch good. on my camera. Very good. Again. So someone just asked a question about how the new work habits, like the work from home, impact the FDIs around the world. You know, many companies find it easier to engage people to work remotely, and how all this new work habits and the new culture is impacting or will impact the FDI projects in the future. No, I think that's an excellent question. Very timely to ask that question. So I think there are two parts of that. The way I would like to respond to that. The first is going to be that the effects are going to be differentiated by the sector. Not all sectors lend themselves to remote working arrangements. For example, manufacturing, which traditionally has been dependent on collective modes of production, and this is because of the capital required, capital investment required into technology, into the process of manufacturing, being collectively in a place. So by that dependency, the workers need to converge and produce collectively in that environment. So I think to some extent, some of those operations, some of those roles may still lend themselves to non-collective production, that is remote working. But I think some of that is still going to continue to be traditional type of work. But in the services sector, I think it's going to be much more distributed, both in terms of the nature of the office and globally when we talk about FDI. So more services firms may now, more companies may now be open to establishing affiliates for the service offerings in developing countries. So I think that's the first part of the answer, services versus manufacturing. The second part of the answer also depends on what we are trying to produce and the laws that govern those. So when it comes to services, for example, the example that I used, in terms of information technology, I think data regulations are going to play a significant role in terms of whether multinationals can establish affiliates in country X and then have that, have that as a place that could host some of these data services that go in terms of cloud computing and others. There are also data protection laws that differ by regions. So depending on where the multinational is coming from, some countries may adapt their own regulations to be able to accept that type of FDI, greenfield FDI into some of these services firms. So I think these are two parts of the answers, and both of these are qualifications. But I think the overall answer is it's definitely the future trend, but how universally this affects all production activities is yet to be seen. I don't think all production activity is even possible to consider to be remote. Okay, very good, thanks. Je pense que nous arrivons un peu au terme de notre webcast. Donc, nous avons eu l'occasion un petit peu d'explorer, comme je vous l'ai dit au début, les flux d'IDE à l'échelle internationale et de se rapprocher petit à petit du cas tunisien pour un petit peu clôturer ça avec un retour d'expérience à l'échelle internationale. Donc, again, thanks Abhishek for your commitment with us and your presentation. I will let now Munir finish this webcast. Donc,
Merci à tous d'avoir été là. Je laisse le mot de la fin à Mounir. Tu as la parole. Merci. Merci, merci Ilyes. Sincèrement, beaucoup de choses intéressantes ont été dites et en tout cas pour ma part, l'objectif finalement de départ pour ce webcast, je considère qu'il a été pas mal atteint. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Je pense que quand on parle de la relance des IDE dans le monde, ça a été dit par Abhishek que cette relance-là, elle est de moindre importance dans les pays d'Afrique du Nord. Déjà par rapport au reste du monde, je pense que c'est quelque chose d'important à noter. Quand on regarde les multinationales qui ont répondu à l'enquête de la Banque mondiale, il y a quand même 4 sur 5, finalement, 8 sur 10, qui considèrent que l'environnement est encore trop incertain pour qu'ils considèrent l'augmentation de leurs investissements. Et c'est là où le message clé de la Banque mondiale, finalement, est que ne rajoutons pas à cette incertitude par d'autres facteurs d'incertitude qui sont comme l'instabilité du cadre législatif, fiscal de cet investissement. Donc, le pays qui arrive à vraiment donner de la visibilité et donner de la continuité à son cadre législatif et fiscal sera peut-être le pays qui pourra justement mieux négocier, mieux naviguer cette phase-là. On voulait savoir qu'en est-il finalement de cette grande redistribution des cartes au niveau des IDE mondiaux. La réflexion, elle est là. Il y a finalement de la réflexion qui est faite au niveau des états-majors des multinationales. Cette réflexion aboutit à des stratégies de nearshoring, de reshoring, de China plus one, donc Chine plus un autre pays. Mais on ne voit pas finalement, comme l'a dit Abhishek, un flight from China très prononcé à ce stade. Peut-être que ça viendra par la suite, mais pas à ce stade. Je pense que par la suite, ce que Vincent Rofast a expliqué, et je pense qu'il y a pas mal de takeaways pour la Tunisie et je pense particulièrement pour la PIPA, parce qu'à ce stade, je pense, en termes de stratégie et d'argumentaire marketing pour le site Tunisie, pour les secteurs, on a eu une approche qui est pays, on a eu jusqu'à maintenant une approche qui est sectorielle. Cette approche-là, elle met en avant les compétences, en fait, et les talents tunisiens, mais je ne pense pas qu'à ce stade, on ait vraiment articulé la stratégie de communication, d'attractivité de la Tunisie sur les talents. Or, ça devient, dans cette période post-Covid, vraiment le critère numéro 1, finalement, de ces investisseurs-là. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener de ce côté-là aussi à Bast. L'autre sujet, je pense, et c'est très intéressant, c'est que la décision en fait de localisation, elle se fait par ville finalement. Elle se fait à un niveau site, un niveau local, et plus à un niveau finalement pays. Et encore une fois, dans la stratégie de communication, je pense actuellement de l'attractivité de Tunisie, on n'a pas finalement proposé jusqu'à maintenant ce découpage par ville de façon très en avant, de façon très prononcée. Et je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour le futur. Je note que, et je ne suis pas surpris, parce qu'on l'a vu et on l'a revu, que des questions de risque environnemental ou l'agenda ESG dans sa globalité, que le virtual work ou le flex work deviennent des critères de décision des investisseurs. Et je pense que dans cette période post-Covid, ce n'est pas étonnant. On a vu, pour finir, en fait, la success story, en fait,
qui nous a été décrite par Sir Abdelmejid par rapport à cette extension dans le domaine en fait du textile technique, du textile pour l'automobile de pointe et donc pour les airbags notamment. Et que finalement, les opérations de rachat ou les opérations de fusion-acquisition qui peuvent venir en période de crise peuvent être génératrices justement d'opportunités pour la Tunisie. Et on sait que dans cette sortie de crise, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants, et que les perdants vont vouloir consolider et racheter peut-être des entreprises en difficulté, et que ça générera un flux d'opérations de fusion-acquisition qui deviendra bien sûr un flux d'IDE très important. Et donc, je pense que pas mal d'éléments intéressants qui enrichissent un peu le sujet de l'attractivité de la Tunisie dans cette période de sortie de crise et qu'on espère propice finalement pour le Sud Tunisie. Voilà, donc je terminerai sur ça. Merci à tous pour votre participation et c'était encore un plaisir donc de faire ce webinaire avec vous. Voilà. Merci et au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Prochaine. Au revoir. À la prochaine. Merci.